merci de nous recevoir chez vous en cette matinée du 12 septembre 2020. Demain, 13 septembre, rendez-vous pris des candidats avec leurs examens du bac. Alors, qu'en-est-il de la prise en charge des examens, notamment en ce qui concerne les mesures barrières, les mesures d'hygiène et de sécurité? Qu'en est-il aussi de leur prise en charge psychologique, surtout que les candidats au bac, les élèves d'une manière générale, ont vécu une rupture avec l'école, avec les établissements d'une manière générale durant plus de 6 mois. Alors, qu'en est-il justement de leur prise en charge psychologique? Nous allons nous intéresser à ces thématiques sans cette matinée. Ce matin, par la même occasion, nous allons nous intéresser aussi aux nouvelles technologies, à l'informatique et plus précisément au marketplace. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept? Quelle est sa place en Algérie? Eh ben, ce sera un informaticien qui vient de France. Donc, il va nous parler donc de la place du marketplace en Algérie, mais surtout sur ce transfert de connaissances donc de l'étranger vers l'Algérie et puis aussi sur l'échange des expériences. Samira Hadjamar, c'est en cette matinée dans sa rubrique. Alors, elle s'intéresse à un patrimoine à la fois historique, maritime, culturel, musicale et aussi cinématographique, puisqu'elle va s'intéresser à l'un des plus vieux chalutiers d'Algérie. Il s'agit du bateau donc Ma'amar II. Alors Ma'amar II, bien entendu, est un bateau qui a abrité quelques séquences du film, donc du beau film, du grand film Sahaya Dahman, donc dont l'acteur principal est Dahman Harachi. Allah yarhamou. Nous terminerons notre émission en compagnie de la princesse de l'émission, notamment Meissa Belaroussi. Elle va s'intéresser en cette matinée à la musique. Voilà donc pour le programme de cette matinée, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Mina, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Alhamdulillah. Mina, il faisait beau ce matin. Oui. On a eu un beau soleil quand même. Très beau. Très beau. Alors retour finalement aux belles journées ensoleillées, ça plutôt dépend des chaudes. endroits aussi. Hein. Ça dépend des endroits. Ça dépend des D'accord. endroits. Alors on va découvrir cela en votre Tout à compagnie. fait. Exactement. Alors bonjour à tous. Effectivement, cette début de matinée, le soleil reste dominant, notamment vers les côtes ouest. On notera quelques passages nuageux, pas grand-chose sur le centre, avec quelques pluies vers le centre-est, un peu plus importantes vers l'est du pays. On notera des orages, des pluies éparses, notamment sur la Saoura, le Sahara central. Un ciel plutôt dégagé sur le nord Sahara, les oasis ou encore l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord 24 degrés seulement à Constantine, 23 à Batna, 26 à Annaba, Tizi Ouzou, 30 degrés à Alger, on notera 28 à Djelfa, 36 degrés à Ghardaya, 38 à Béchar, 40 degrés à Tindouf, 44 degrés à Darar et enfin 45 degrés à Bouatouati Mourtar et à N'Gazam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt agitée vers l'est du pays, peu agitée vers le centre et l'ouest, avec des vents entre 20 et 40 km/h à l'ouest, entre 10 et 20 km/h sur le centre et entre 40 et 50 km/h vers la partie est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt voilé à Dallas ainsi qu'à Washington, New York, Montréal, un ciel plutôt couvert avec des pluies à Miami. Côté Mercure, on notera 33 degrés à New York, 21 degrés à Montréal, 29 à Miami, 32 degrés à Dallas, 24 à Mexico et enfin 24 degrés également à Vancouver. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup Mina, on vous retrouvera tout à l'heure après les JT donc du midi. Tout à fait. Demain. Voilà. En notre compagnie, à Bonjour Exactement. d'Algérie. Voilà. Merci beaucoup Mina. Merci Alors à on vous vous. souhaite bonne journée, à tout à l'heure et à demain aussi pour Bonjour Inch'Allah. d'Algérie. Voilà. Alors on continue le programme avec une pause musicale avec le groupe Zahir qui nous interprète la chanson Hadi Hkaya. هذه حكاية احكيها لا وش راضي زمان وانا نبغيها
راح من خيالي. هذه حكاية نحكيها لا وش جرالي. من زمان وانا نبغيها راح من خيالي. علاش ما صبرت عليها، علاش ما قدرت نعيش بلا بيها، علاش ما صبرت عليها تروح وننسى ليها. كل كلمة ليك كتبتها ليك عشت فيها حياتي. دايما شفت أنا في عينيك حبك يحلالي. علاش ما صبرت عليها، علاش ما قدرت نعيش بلا بيها، علاش ما صبرت عليها تروح وننسى ليها. حبيت نعيش بعيد عليك ننسى ليها مالية. حبيت نعيش بعيد عليك في قلبي ليك مكان. هذه حكاية خليها حلوكي حالي. يا ويح من ذاق الحياة وهجرها كيفي. لاش ما صبرت عليها، لاش ما قدرت نعيش بلا بيها، ما قدرت نصبر عليها تروح وننسى ليها. ننسى ليها. حبيت نعيش بعيد عليك ننسى ليها. Rendez-vous pris demain, 13 septembre, avec les candidats du bac. Nous allons en parler ce matin avec Madame Nessiba Ketrandi. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik, bienvenue Merci à vous. pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, Madame Ketrandi, vous êtes professeure, formatrice et vous êtes membre du jury interlycée, donc l'émission qu'on connaissait déjà dès notre jeune âge, qui exactement. a repris. Alors, nous allons en parler dans un petit moment. Mais avant cela, Oui. Madame Ketrandi, donc on le disait, demain, donc c'est le grand jour. Le grand jour pour, Pour les candidats, Oui, effectivement. oui. Alors, avant de parler donc du grand jour de demain, alors il faut dire que au niveau donc du ministère de l'Éducation nationale, il y a eu quand même une prise en charge des candidats Tout à après une fait. coupure qui a duré 6 mois, justement pour que le candidat finalement puisse finalement reprendre contact avec les enseignants, n'est-ce pas? Les Alors, bancs de comment c'est l'école. passé Voilà, les bancs de l'école surtout. Voilà, voilà. Alors comment cela s'est passé? Eh ben, écoutez, le ministre avait annoncé l'arrêt des cours le 12 mars. Donc, à partir de cette date, donc l'arrêt des cours, des mesures immédiates ont été prises par monsieur le ministre de l'Éducation, à savoir mettre en place certaines procédures organisationnelles. On avait organisé donc les cours à la télévision, donc des cours sur YouTube, séries. Il y avait une chaîne Mafatih al-Najah, il y a eu le lancement de la chaîne Ma'arifa. Donc tout de suite, il y a eu la mise en place des structures et des procédures pour organiser et surtout accompagner les élèves donc pour le jour décisif, à savoir demain. Voilà. Donc, et ensuite, il y a eu plus exactement la réouverture des écoles le 25 août, où tous les enseignants, que je salue d'ailleurs, qui ont quand même étaient là pour accompagner pour ce qu'on avait appelé la révision générale,
pré-examen, si vous voulez. Voilà. Alors, il faut dire, Madame Ketranji, que c'est une situation exceptionnelle dans le monde. Donc, pratiquement chaque pays, chaque société a vécu l'expérience selon, finalement, les déterminants de la société elle-même. Alors, finalement, comment vous-même, en tant qu'enseignant, les élèves aussi avec qui vous étiez en contact, donc comment, finalement, vous avez vécu cette expérience déjà de la distance, donc de l'enseignement à distance, et puis la reprise des cours à partir du 25 août? Bon, dès qu'il y a eu, donc, c'est une situation inédite d'ailleurs, exceptionnelle pour le monde entier, et si on doit parler de notre pays, donc il fallait prendre des mesures immédiates et efficaces. Donc tout de suite après, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons mis en place des cours sur YouTube. Vous tapez, donc les cours étaient là, les enseignants de tout le territoire ont présenté des cours au niveau donc il y avait des cours qui étaient préparés. Il y avait un répondant de la part des élèves? Oui, il y avait un engouement. Comment vous l'avez senti? Oui, parce qu'ils n'avaient pas autre chose. Donc c'était un accompagnement sérieux de la part des enseignants et de tous les enseignants du territoire national qui présentaient des cours, qui étaient là à donner des cours, à accompagner ces élèves, parce qu'il ne fallait pas les laisser, effectivement, c'est-à-dire les abandonner dans la nature. Il fallait qu'on ne coupe pas l'élan des préparatifs de cet examen quand même qui reste très très important pour les candidats. Alors effectivement, donc demain sera le grand jour, et justement encore une fois pour la sécurité donc du staff enseignant mais aussi des candidats, des mesures donc préventives ont été prises donc en faveur des examens, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, je voudrais simplement revenir sur, il y a une cellule de suivi qui a été mise en place au niveau du ministère, dirigée par le secrétaire général, quotidiennement. C'était l'accompagnement, c'est-à-dire les cours. C'était prendre en charge les centres d'examen, les nettoyer, les désinfecter, pour pouvoir préparer. On a eu l'expérience avec le brevet. Donc, les bavettes étaient présentes. Donc, les professeurs et les surveillants, les chefs de centre, donc le ministre les avait donc briefés autour de ça, qu'il y a des mesures barrières impératives pour la sécurité sanitaire de nos candidats. Donc, tout ça était mis en place. Alors il faut dire quand même, Madame Ketranji, que dans tout ce qui a trait finalement aux examens, déjà les conditions de distanciation sociale y sont, donc déjà pour les besoins de l'examen, mais il y a aussi d'autres mesures qui sont prises cette fois-ci pour la situation exceptionnelle. Bien sûr. Bon, d'abord, tous les responsables, si vous voulez, les éléments donc qui participent, qui sont mobilisés autour du dans un centre d'examen, du chef de centre, des observateurs, des enseignants sont là, si vous voulez, pour préparer, pour encadrer. Que c'est une situation. On n'a pas l'habitude de s'occuper du côté sanitaire. C'est-à-dire, sachant que la distanciation, on n'a pas de problème pour organiser ça parce que ça a de tout temps existé. Oui, mais là, c'est exceptionnel, c'est quelque chose de sérieux. La distanciation, les mesures barrières doivent impérativement être mis en œuvre pour la protection et la sécurité sanitaire de nos candidats. Voilà. Alors, Madame Ketranji, on va juste rassurer probablement les candidats qui nous regardent donc, pour demain, Inch'Allah. Donc, il faut dire que même, que le contact direct, j'ai envie de dire, donc les cours présentiels, et puis, voilà, finalement, les cours présentiels n'ont duré que 2 trimestres seulement. Donc, finalement, les épreuves du bac ne vont se concentrer que sur les 2 premiers trimestres, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vais vous dire autre chose. Quand on a commencé Interlycée, toutes les questions qui étaient posées par les membres du jury de toutes les matières confondues, c'était des questions type baccalauréat. Jusqu'à l'arrêt. C'est déjà un entraînement, finalement. Bien sûr, mais c'était ça l'objectif. C'était entraîner nos élèves à avoir des questions type bac. En plus, il y a eu l'accompagnement de la télévision, était des cours, donc on ne va pas se répéter. Et surtout, il y a eu la réouverture des lycées, le 25 août, où les professeurs étaient là. On a fait donc... je suis professeur de lycée, donc on a accompagné, tous les professeurs ont accompagné, il y a eu beaucoup d'élèves qui étaient là pour la révision générale. Ensuite, il y a eu et puis il y a aussi le ministre, quand il a donné l'arrêt de cours, dès qu'il a annoncé la date du baccalauréat, c'était les 2 trimestres. Donc l'élève qui était régulier, qui a travaillé d'une façon assidue et sérieuse, il est capable, c'est pas un concours, le baccalauréat, ce n'est qu'un examen. Donc, comme tout autre examen d'ailleurs. Voilà, c'est pas, donc là, c'est quelqu'un qui a travaillé sérieusement, qui a préparé son baccalauréat, est capable de répondre, il n'y a aucun problème. Et il y a quelque chose de nouveau cette année pour les examens, il y a une demi-heure, la première demi-heure de toutes les, donc les épreuves, il y a une préparation, on ne donne pas, on ne rentre pas et on met tout de suite les sujets. Donc il y a une préparation, le chef de centre donc, a été briefé autour de ça et tout le staff pour
mieux, mettre à l'aise. Il y a quand même une angoisse. Et là, cette année particulièrement, c'est exceptionnel. Alors, Madame Ketrandi, il y a une autre question aussi qui a trait un petit peu à la psychologie finalement du candidat. Parce qu'il faut dire qu'il y a quand même une coupure de 6 mois. Donc, il y en a ceux qui vous disent, oui, 6 mois, c'est assez suffisant, donc ils peuvent se préparer. Mais il y a tout finalement, j'ai envie de dire, l'environnement anxiogène qui a un petit peu caractérisé ces derniers mois. Donc, finalement, même si le candidat a envie probablement de se donner à fond pendant ses révisions, probablement cet environnement pourrait entraver finalement cette volonté. Donc, qu'est-ce qui a été fait par rapport à cette situation? Écoutez, il y a eu les médias. Par exemple, vous, les médias, ils ont joué le jeu. J'espère qu'ils vont jouer le jeu jusqu'au bout. Et qu'il n'y ait pas d'intox, qu'il n'y ait pas des éléments qui perturbent par de l'intox, par de fausses informations. Surtout. On est là. C'est ça qui est perturbant, surtout au niveau des réseaux sociaux. Il y a des choses qui ne sont pas vraies. Et ça perturbe un candidat, nos enfants en général. Donc moi, je pense qu'il y a quand même un côté. Le centre d'examen est là. Ils vont accompagner l'élève du portail du centre d'examen jusqu'à la salle. Les élèves tout est mis en place pour le bien-être afin d'amener cette opération le mieux. Donc c'est ça. Maintenant, moi je dis à tous les candidats, le brevet, ça c'est bon, il n'y avait pas le nombre de... Là nous avons à peu parce près que c'était 600. au choix, donc finalement... Non, voilà, ça a été, même les candidats libres. Si je parle du bac, on a à peu près 637, si je ne dis pas de bêtises, 538 candidats. Nous avons 413 de scolarisés. 413 et au niveau d'âge seulement. Oui, et non, au niveau des candidats, national, d'une façon. Et nous avons à peu près les 223 600 et quelques de candidats libres. Bon, ce sont des élèves qui sont amenés, ils ont été préparés, c'est des élèves scolarisés, des élèves qui ont quand même ils connaissent Moi, j'insiste sur les épreuves. On ne va pas vous donner quelque chose que vous n'avez pas traité. Voilà. C'est ça l'assurance. Donc c'est une ambiance qu'on essaye d'amener à nos candidats de quiétude, de sérénité. C'est un examen. On ne va pas vous donner quelque chose que vous n'avez pas traité, voyons. Surtout avec la situation. Vous avez eu les 2 trimestres, vous étiez censé préparer les 2 trimestres. Voilà, effectivement. Alors justement, par rapport, là vous évoquez quand même un point très important. Je vous parle en tant qu'ancienne candidate, franchement. Oui, bien sûr. Et justement, là vous avez évoqué un point très important qui est, on ne va pas vous donner quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc c'est ce qu'on dit toujours à ceux, dans tous les examens, pas seulement dans l'examen du bac, même un simple examen donc d'un trimestre, on ne va jamais donner finalement des questions en dehors de ce qu'on a appris. Seulement, donc généralement, quand on est en plein milieu de l'année, ce ne sont pas tous les lycées à travers le territoire national qui sont au même niveau donc d'avancement finalement des cours. Est-ce que vous avez pris finalement en considération cela? Comment ça s'est fait? Je vais vous dire, chaque année, mis à part cette année qui est exceptionnelle, où les mesures ont été encore plus importantes, chaque année, on a tous les mois une note de la tutelle de l'académie ou du ministère pour voir l'avancement de chaque... C'est un bilan, finalement, que vous faites. Chaque mois. Donc, ça, il y a un suivi. Il y a un suivi sérieux. On ne peut pas se permettre pour qu'il y ait une coordination. Donc, pour ça, il n'y a aucun souci. Il ne faut pas que les élèves se disent, ou les candidats, non, non. C'est une progression où tous les mois, le ministère, la tutelle est au courant de l'avancement du programme. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est vrai que c'est un examen, mais quand on est prêt, on est un petit peu conscient. Simplement, il faudrait respecter la distanciation, les mesures barrières, parce que ça c'est très important. Et ça, j'ouvrirai une petite parenthèse pour la conscience des parents aussi. Voilà. D'accord. Peut-être qu'on va en parler pour clore le... Effectivement. Et justement, Madame Ketrandi, vous avez parlé d'une petite peur qui est tout à fait normale. Légitime. Donc c'est un stress, on va dire, qui est positif, que finalement, il y a une prise de conscience de la part des candidats que c'est un passeport vers l'avenir, finalement, n'est-ce pas? C'est quelque chose, une charnière, si vous voulez, pour pouvoir accéder. C'est là où on commence à construire son avenir. Puis c'est positif. Au contraire, quand on a le stress, c'est un stress positif. Ça veut dire qu'on a quelque chose à donner. Et on est conscient, que c'est notre avenir qui est en jeu et qu'on doit donc être évalué sur les 2 trimestres. Donc on ne peut pas, moi c'est ça que je voudrais faire passer comme message à nos enfants, c'est quelque chose, c'est les 2 trimestres. Ça a été dit officiellement par Monsieur le ministre. Très bien, alors vous avez évoqué aussi un autre point qui est très important, qui est l'apport des parents finalement. Donc quel est le rôle finalement des parents dans cette conjoncture et dans cette situation de rendez-vous finalement charnière, comme vous l'avez si bien noté? Alors moi je voudrais simplement de votre studio lancer un appel aux parents.
Les parents sont là pour accompagner. Ils sont peut-être plus stressés que leurs enfants. Certainement. D'accord, donc c'est un autre On le stress. dit, Madame Ketrandi, ce sont les parents qui passent les examens Voilà, plus c'est que les les parents, enfants, c'est finalement. incroyable. Moi, je voudrais lancer un appel donc, de votre studio et profiter de cette occasion pour leur dire de sensibiliser les enfants aux mesures barrières, la distanciation. Le port du masque doit être porté correctement. Parce qu'on voit les jeunes dans la rue, le masque est ici. Non, le masque, il doit être là. Il est ici, il est dans le bras, il est dans la le main. bras. Donc là, il y a quand même les parents. Ça, c'est le rôle des parents. Avant que l'élève arrive au centre d'examen, là, il sera pris en charge par les responsables du secteur. Mais les parents doivent... Et puis, évitant les embrassades, les contacts. On est dans une situation particulière et inédite. Il faudra respecter pour la santé de tout le monde. Surtout que les enfants, enfin les candidats, ils ne se sont pas vus depuis quelques mois. Oui, ils se sont vus le 25 août généralement, mais quand même se retrouver d'un peu partout. Le bac, c'est quoi? C'est faire une composition, mais dans un autre lycée. Tout simplement. Que son propre établissement. Mais là, le respect des mesures barrières est fondamental pour la sécurité de nos enfants. Voilà, alors là on va parler peut-être d'une expérience ou d'une reprise finalement d'un programme qui nous a accompagnés durant notre enfance, c'est le programme interlycée. Et vous en êtes justement membre du jury. Moi je garde... Il existe depuis que j'étais jeune, mais c'est quelque chose que je suis tombée amoureuse de cette émission. Parce que c'est une expérience, une aventure extraordinaire. Bon, elle était radiophonique au départ. Oui. Et puis après, c'était un jumelage entre la télé et la radio. Et puis, c'était des questions, il y avait un staff intéressant de collègues, de matières confondues. C'était quand même un accompagnement. Et j'étais un peu déçue quand il y a eu l'arrêt pour des raisons sanitaires. Mais sinon, l'expérience, et puis c'était quand même un entraînement parce que c'était des questions type intéressantes et puis des questions intéressantes pour accompagner et entraîner les élèves au baccalauréat. Et vous êtes membre du jury finalement je suis membre du jury, de ce programme, donc il s'est arrêté exceptionnellement. Donc j'imagine que ça va reprendre, Inch'Allah. Cette pandémie qui a touché le monde entier, et voilà. Et tous les secteurs aussi. Et tous les secteurs aussi. Alors justement, donc il y a eu participation des élèves d'une manière générale. De tout le territoire, les meilleurs lycées de l'Algérie. C'était vraiment une compétition vraiment intéressante. C'était un challenge entre les écoles, les lycées, etc. Les meilleurs sélectionnés. On a reçu même à Alger les gens de Tindouf. Il y a eu des gens qui se sont déplacés. On a fait 4 primes à peu près. Bon, après, il y a eu l'arrêt. Obligatoire, voilà. Alors, vous dites donc que ce sont donc les meilleurs lycées qui interviennent, donc qui participent donc au concours, donc au programme. Alors, quels sont les facteurs sur lesquels vous vous basez justement pour identifier les meilleurs lycées? Voilà, c'était une température, c'était des éliminatoires au niveau des wilayas. Chaque wilaya donc nous donnait le meilleur lycée de la wilaya, et puis après il y a eu des et puis on a eu les derniers, les meilleurs, si vous voulez, et puis, mais on n'a pas pu finir. Il y a eu des gens des lycées qui ont été donc sélectionnés, et puis après il y a eu l'arrêt. C'est vraiment vous le regrettez beaucoup, Madame énormément, parce que j'ai vraiment aimé l'émission, parce qu'il y avait ce contact avec les élèves au début radiophonique, mais cet échange. Et puis donc c'est toujours le même concept qu'on connaissait auparavant. Donc ce sont des groupes d'élèves qui viennent. Non, radiophonique, ils étaient dans leur wilaya, enfin dans le chef-lieu, et puis par radio, pardon, je sais pas, il y a le mot qu'il faut. Donc on posait les questions, et on répondait, on les évaluait, on donnait leurs notes, et on corrigeait, on revenait sur certaines. Ça se fait en instantané, en interactivité, ou vous donnez quand même le temps? Non, interactivité, 2 minutes de réflexion, comme à l'époque. Voilà. Non, c'était une superbe expérience, vraiment. Et quel a été donc l'apport des élèves? Écoutez, il y a eu quand même on a revu certains points qui nous paraissaient qui étaient un peu flous au niveau des élèves. On a remédié comme on pouvait certains points, parce que c'était des questions type bac, que ce soit en mathématiques, en physique, en sciences naturelles. Toutes les matières étaient là, les langues étrangères, pour
apporter un plus à nos élèves et accompagner les élèves. Et quels étaient donc les niveaux qui sont concernés par terminal. Donc c'est un très bon entraînement. Ah oui, finalement, exactement. Surtout les questions étaient vraiment ciblées et identifiées pour préparer le baccalauréat. Voilà. Madame Katradji, ça a été un plaisir de vous recevoir. C'est partagé. On vous laissera le dernier mot. Merci pour les fleurs qui sont juste derrière. C'est le réalisateur qui les a choisis pour vous. C'est gentil. Voilà, on va se quitter peut-être sur un dernier mot que vous voudriez... Lancer un appel aux parents pour la sécurité, pour sensibiliser les enfants. Il y a eu même des SMS qui ont été lancés par des opérateurs pour sensibiliser. Soyez attentifs, soyez concentrés. Lisez les sujets plusieurs fois. Vous avez une demi-heure pour faire le choix. Et bon courage et bonne chance à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, Madame Nassiba Katradji. Donc, je rappelle, vous êtes enseignante en langue française, vous êtes formatrice et vous êtes membre du jury donc, du programme Interlycée. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci encore une fois pour votre invitation. Alors, Madame Katradji, il faut dire qu'on conseille toujours les candidats pour n'importe quel examen de se détendre la veille, de n'ouvrir aucun livre, aucun cahier, justement, pour faire une petite coupure, de sortir. Et là, Leïla Ben Aïcha, justement, nous propose un petit bon plan au niveau donc des saplettes. Et là, elle a rencontré quelques candidats donc, qui sont partis pour se détendre un petit peu avant les examens du bac. Je vous laisse découvrir le reportage de Leïla Ben Aïcha. حنايا عندنا جروب مجموعه تاعنا تاع الفتنس تقلع دي زاد ورك اوت فاميلي، يعني العائله الكبيره تاع الرياضه اللي تجمع كامل رياضيين من كل فئه. هذوما اللي راهم يجوزوا في الباك يجوا معنا بزاف ستريسي، تسماك عندهم لا بريسيون تاعهم من الباك مع الدار. بالك هذا العام جا الباك طول عليهم بزاف، تسماك بزاف تاع ستراس، يجوا لهنا معنا نلعبوا دي جو، نحو على خاطرنا، نقصروا نتلاقاو. خطره في السمانه ما حش ديرونجيهم من القرايه، بالعكس هذه راح تعاونهم وتحفزهم باش يزيدوا يقراوا اكثر وينحيوا كامل الضغوطات النفسيه تاعهم. عندنا اللي يجوزوا الباك. انا اكسبيريونس اللي عندي نهار جوزت الباك ما حبستش سبور، باسكو بها اللي تقدر تسقم المورال تاعك، تجي ديفولي تقصر كذا، تبدل شويه الحال، باسكو التركيز تاعك غير القرايه كذا يبدا يروحوا لك لي زيدي يتخلطوا لك كذا. تسمى لازم يكون عندك ان مومون وين تخرج الانرجي هذيك الزياده تاعك تخرجها في سبور كذا. الديفولي فوالا حنا ماذا بينا ان شاء الله ينجحوا اصحاب الباك كامل هذا العام، ما يخافوش ما يبانيكيوش، حاجه سهله باذن الله وربي يوفق الجميع. حنا نجو هنايا تما باش نريحو ايتو باسكو اون افيك لا غيتار جو لام بوكو لا غيتار ايتو. ديجا انا عندي مون كوزان اللي راح يجوز الباك ديمونج ان شاء الله. اصحاب الباك قول لهم ما تقلقوش، راني كيما نتوما مع الحد ان شاء الله كاع ربي يوفقنا، وهذا ستراس كاع نحيوه، روحوا بلايص بعاد شويه، تنساو كاع هاد الحفاظه وكاع ايتو. ان شاء الله ربي يوفق وربي ما يخلي عبدو، وان شاء الله تكونوا كاع مريفيزيين هكا باش ما تروحوش تكونوا متوكلين على ربي ماشي متوكلين عليه. ان شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم كاع ان شاء الله. وانت علاش خيرت هذا المضرب بالذات باش انا نشوف بيساج القهوه كدا ننسى ريح اسمع شويه لا ميوزيك نقصر مع صاحبي تنسى شويه باش تروح الاز باش تروحش تبلي ستراس. بون بالنسبه اللي راح يجوزوا الباك نقول لكم بون كوراج
et نلعب لكم un petit morceau pour باش تكونوا انتيكوا بيان وان شاء الله يا ربي تجيبوه وهذا ما كان. Et nous restons donc toujours avec les candidats qui ont rendez-vous demain avec leur examen, donc demain 13 septembre. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser sur leur prise en charge psychologique. Et c'est en compagnie de Madame Faiza Bedouhan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Madame Bedouhan, vous êtes psychologue, vous êtes clinicienne et vous êtes enseignante au lycée. Alors 3 en 1, vous êtes vraiment toute destinée pour parler de la prise en charge psychologique des candidats. Alors Madame Bedouhan, justement, il faut dire que avec la conjoncture actuelle qui est très difficile, avec cette coupure franche qui a duré un peu plus de 6 mois, donc on va dire que ça a eu quand même un impact sur les candidats qui attendaient un petit peu avec impatience de passer l'examen et surtout de se détendre. Alors comment les élèves ont vécu cette période? Oui, certes, effectivement, mais il y a eu la coupure, certes, mais la préparation scolaire a débuté déjà à partir du mois de septembre. Septembre 2019. 2019, on précise. Donc, les élèves ont déjà eu contact avec leur enseignant. Oui. Il y a eu la préparation psychologique de l'année à partir du mois de septembre. Donc, il y a eu le contact avec les enseignants. Déjà, les enseignants, le début de l'année, ils ont parlé du programme. Ils ont donné quand même une idée aux élèves sur le programme, tout ce qui va se passer, sur le programme du premier trimestre, deuxième trimestre. Et même les élèves, nos élèves sont conscients. C'est des élèves qui, même, ils apprennent des enseignants, mais ils sont en contact parallèlement. Avec les réseaux sociaux, il y a des échanges aussi entre les élèves. Il y a aussi les profs. Il y a aussi les profs du soutien scolaire, attention. Donc il y avait cette équipe qui entoure l'élève. Il était bien encadré avec toute cette équipe jusqu'à le mois de mars. Certes, il y a eu la coupure, mais il faut que les élèves prennent conscience que cette coupure ne concerne pas uniquement les élèves. C'est une pandémie générale et mondiale, beaucoup plus, pas uniquement le pays, mais qui a touché pratiquement tous les secteurs. Et c'est un problème mondial, donc ça va pas. L'élève, il ne doit pas faire une coquille, une fixation, que ça me concerne qu'à moi, que ça s'est arrivé que pour moi. Dommage, cette année, j'ai pas de chance, je peux pas. Non. Il y a eu la coupure le mois de mars, mais il y a eu la préparation du premier trimestre, il y a eu le deuxième trimestre. Certes, d'ailleurs, Madame Cartanger, elle a bien expliqué que l'examen va se cerner sur le programme du premier trimestre et le programme du deuxième trimestre. Donc, c'est des choses qui ont été déjà vues, qui ont déjà été mémorisées. Bon, après, bien sûr, il y a eu la coupure. Et le confinement, bien au contraire, même s'il a fait quand même, il y a eu un impact qui était négatif un peu, en quelque sorte, mais il faut voir aussi le côté positif. Quand il y a eu le confinement, il y a des élèves qui ont eu la chance que leurs parents sont restés à la maison, il y a eu un bon accompagnement, il y a eu c'est-à-dire une prise en charge, et les parents étaient très près de leurs enfants. Ils ont suivi toutes les étapes de la préparation. Donc la préparation, on commence par la préparation, ensuite c'est les révisions, ça vient après la période des révisions, et puis après c'est la synthèse de la révision, tout ce qui a été appris, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été mémorisé, l'élève le révise. Et juste après, l'élève commence à avoir un bagage, même s'il a l'impression qu'il y a encore... Non, il ne doit pas faire des fixations sur j'ai pas le temps de voir ça. Non, il ne faut pas faire ça. Ce que vous avez appris, ce que vous avez mémorisé,
ce que vous avez, et suffisamment. Hein? Et suffisamment, ça va quand même, parce qu'après, qu'est-ce qu'il va faire l'élève? Il va faire, comment dirais-je, il va faire appel à tout ce qu'il a été enregistré dans sa boîte crânienne, hein, comme cours, comme exercice. Il a exercé, il a pratiqué, il a révisé. Donc, il faut qu'il se donne de l'assurance. Tout d'abord, à lui-même, il doit faire une auto-évaluation. C'est pas quelqu'un qui va lui dire: oh, tu sais, ce Covid-19, on n'a pas eu le temps de rire. Non, il doit se donner de l'assurance, il doit être sûr de ce qu'il a appris, ce qu'il a révisé. C'est des choses. L'examen, ça sera un examen, c'est pas un examen officiel, c'est comme les autres examens. Il a déjà fait des examens durant tout son cursus scolaire. Il a déjà vu des sujets. Donc, le contenu des sujets, ça sera le contenu et qui a une très grande relation avec ce qu'il a été appris auparavant. Donc, il ne va pas voir des choses étrangères. Effectivement. Donc, alors justement, Madame Bedouhan, il faut dire que là, donc, vous insistez, tout comme Madame Ketranji, donc que les examens ne vont se focaliser que sur le premier et le deuxième trimestre. Mais il faut dire quand même que les élèves n'ont pas tous finalement le même degré, la même capacité de gérer les situations. Donc finalement, ce confinement, il y a eu quand même un impact négatif sur certains, comme il n'y a pas eu du tout d'impact sur d'autres, comme il y a eu un impact positif sur certains. Donc pour ceux qui ont un petit peu, on va dire, pas mal vécu, mais peut-être, on va dire, qui ne se sont pas vraiment adaptés à la situation donc, du confinement, de la rupture franche, donc avec les bancs de l'école. Donc comment ça a été pris en charge, donc cette catégorie d'élèves pour reprendre un petit peu confiance en eux-mêmes? Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a des élèves qui ont perdu des personnes très proches. C'est ça là, le problème psychologique, c'est beaucoup plus. Et puis Madame Bedouhan, là vous mettez le point quand même sur vous mettez le doigt sur un point très important, c'est que pendant ce confinement, on n'a même pas pu faire le deuil. Finalement, parce qu'on ne peut pas finalement assister aux enterrements. Beaucoup plus les élèves qui ont perdu des personnes très proches, leur grand-père, leur grand-mère, les parents parfois. Attention, ces élèves qui sont candidats à l'examen, qui ont perdu, ils ont vécu vraiment le problème de la crise de près, voilà, et en profondeur. Et surtout qu'ils ne peuvent pas s'exprimer leur deuil, ils n'ont pas fait, tu sais, l'impact quand on ne fait pas, l'impact psychologique quand on ne fait pas le deuil, surtout quand il s'agit des personnes proches, ça sera très dur, c'est pas facile. Donc, il faut penser aussi à le travail psychologique beaucoup plus et plus profond chez ces personnes-là qui ont vu des situations très délicates. Mais qu'est-ce qu'il faut le sujet de l'examen du baccalauréat se donne généralement pas pour un niveau excellent, pas pour un niveau très élevé, mais ça donne toujours pour un niveau moyen. Voilà, donc finalement, l'équité des chances, l'égalité des chances, l'équité des chances pour tout le monde. Et ça se donne beaucoup plus pour le niveau moyen, assez moyen, donc presque moyen. Donc il y a beaucoup de chances que l'élève peut aborder le sujet. Donc il y a la préparation psychologique. J'ai dit bien que la période de la préparation, exercice, pratique, elle est passée. Hein? Ce qui a été fait, ça y est, ce qui devait être préparé, c'est bon. Ensuite, c'est la période révision. Ensuite, c'est la synthèse, parce qu'il révise l'élève tout en faisant cette synthèse de révision. Et aujourd'hui, c'est la veille de l'examen, c'est la préparation. Là, c'est quand même, il faut une petite préparation psychologique pour ne pas vivre une angoisse anticipée, surtout ce qu'on appelle une angoisse anticipée, alors que tout va se dérouler dans les meilleures conditions. Dans de meilleures conditions, de nos conditions normales, parce qu'il a déjà vu un examen, il a déjà vu un sujet, il a déjà fait une feuille, il a déjà exercé. C'est pas quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, bien au contraire. Il va y avoir des échanges avec le sujet, et même s'il a l'impression
l'élève, parce que cette volonté de réussir, attention, cette envie de réussir, ça donne quand même une peur, une angoisse, peut-être positive, on va dire, une angoisse positive. Il ne doit pas avoir cette impression que peut-être le sujet il sera un peu délicat, il ne peut pas l'aborder bien comme il se doit, non. Alors justement, Madame Edouhan, dans ce sens, quels seraient les conseils que vous pourriez donc donner aux candidats pour qu'ils se préparent bien demain à l'examen? Oui, donc aujourd'hui, effectivement, c'est la journée du repos total, de détente. Aujourd'hui, c'est la journée de relaxation. Attention, ce qui a été préparé, c'est bon, ce qui a été révisé, même si tu as l'impression, c'est-à-dire je parle au candidat, même s'il a l'impression de ne pas quand même, qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas vu, qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas eu le temps de voir, il ne faut pas avoir cette impression. Il peut, avec le peu, avec le minimum, avec ce qu'il a appris durant tous les deuxièmes trimestres, avec ce qu'il a appris la période du confinement, avec ce qu'il a pu quand même synthétiser, réviser, tout ça, il est bien enregistré dans sa boîte crânienne. Il n'est pas dans son fichier. Il a juste à avoir confiance en lui-même. Confiance, il doit se donner beaucoup d'assurance, que tout est normal. Et cette relation entre lui et la feuille et le sujet, elle est extraordinaire. Elle est magique parfois, parce qu'il peut même parfois l'élève ajouter des choses de sa propre compréhension. Attention, ce que je conseille surtout, madame, c'est que la lecture. Voilà. Attention, il ne faut pas se précipiter à répondre directement. Oui, la première lecture, il doit lire, relire et relire encore. Alors, on rappelle qu'ils ont quand même le temps, ils ont quand même assez d'heures pour pouvoir... Et surtout qu'ils leur ont donné la demi-heure de la préparation quand même. Ça va quand même leur apporter un gain pour construire cette relation psychologique. Et puis on rappelle aussi qu'il y a le staff enseignant qui est sur place, donc qui encadre et puis qui peut accompagner. Il a déjà vu des enseignants, il a déjà vu des surveillants, il a déjà... Tout a été vu. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien à... C'est vrai, cette fois, c'est un peu quand même spécifique. Bon, comme a dit Madame Kartanji, il faut prendre les précautions nécessaires. Hein? Et il faut aussi prendre leur masque, prendre les mesures nécessaires et avoir confiance. Il ne faut pas entendre ce qui se passe. Il ne faut pas être près du bruit. Il faut prendre aussi des fruits secs, des choses énergétiques aujourd'hui, même le matin du lendemain. Et voilà. Et il va faire appel à sa mémoire et tout ira bien et tout ira dans de bonnes conditions. Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Faiza Bedouhan. Je rappelle, vous êtes psychologue, clinicienne et enseignante. Alors, bien entendu, bon courage à tous nos candidats demain. Merci beaucoup pour tous les conseils que vous avez émis aujourd'hui à nos candidats. Voilà, alors on continue l'émission et là, nous allons nous intéresser à un art quand même qui commence à prendre de l'ampleur sur les places d'Alger, notamment l'art de la rue. Et Sarah Derbel, elle a rencontré l'un des artistes qui est à la base portraitiste, voilà, qui est à la base portraitiste. Alors il s'agit de Abdallah Ben Cheikh El Hussein et c'est Sarah Derbel qui l'a rencontré pour nous. Une touche habile, de la concentration, les yeux fixés sur son papier dessin. Ce jeune artiste doué pour les portraits exerce son métier à ciel ouvert au cœur d'Alger. Du haut de ses 25 printemps, Abdallah Ben Cheikh El Hussein est, de par sa formation, architecte d'intérieur. هي الديسان هذا بديته من الصغر الله كراش هكذا بداو يديكوفروني باللي نحب بزاف نديسيني دونك من تما كملت في بريمار كنت نديسيني في السيام في الليسي كانت يعني تما متبعتني حياتي كومبلي هذا الاخر الفيس هذا تاع الديسان مع الوقت حبيت نديفلوبي فيه دخلت نقرا في ليكول دي بوزار اللي هي ليكول ريجيونال قعدت 4 سنين تما زدت تعلمت بزاف عفايس اللي كيما نقولوا كانوا خاصيني لي باز تاع لار هذا قريت ثاني في ليستوار دو لار قريت كيما نقولوا لي سبيسياليتي اللي قادر نديرهم بهذا الاخر الفن هذا هذه الموهبه هذه وكيما كان الحال جوزت سوتنيت في الاخر
2018 spécialité design aménagement. Passionné dès son jeune âge pour les arts manuels, ce dessinateur s'inspire de la photo que lui remettent les gens qui passent dans cette artère de la capitale. هي بدات في الطريق هنايا كنت اختارها جايز تلاقيت بواحد كان يقرا معايا ماشي كان يقرا معايا تلاقيت به ديجا في ليكول دي بوزار في واحد الفيستيفال هكذايا تلاقينا كان مريحنا يخدم لي بورتري يبان سقسيتو كيفاش الحاله هكذا فهمني جيت ريح جيب معاك ان شوفالي جيب معاك دي شونتيون هكذايا وتريح هاك مريح هاك ديسيني لعمرك تسمى ماشي ديسيني للناس ومام طون اذا جازو عباد يدوا عليك دي كوموند هكذا كيما كان الحال من هذيك الضربه بديت تما ما ضيعتش الوقت كملت قرايه حوست شويه على خدمه صح كانت الحاله شويه ما تساعدش ما لقيتش ابري مع الوقت لقيت روحي بلاني مريح هنايا لهنا البلاصه هذه دارو هذه كانوا يعطوا دارو دي زارتيس كانوا بزاف لي زارتيس يريحوا هنايا هنا الفوق في المقام انا بابا الله يرحمه كان هكذا ثاني كان يخدم واحد الوقت كيما هكذا يخدم لي بورتري للناس وهكذا دونك تما ماهيش حاجه جديده وشنو شغل راحت لي زاني الاخرانيين هذوما نقصت بزاف انا المهم راني نديسيني تما ما عنديش مشكل واذا خدمت ولا ما خدمتش دونك تما هذه راني نديفلوبي في روحي شاك جور لازم نخدم شاك جور لازم لامان تاعي تمشي. Attiré par cet artiste qui ne semble pas du tout être dérangé par le va-et-vient des Algérois, sa clientèle négocie la réalisation de l'ouvrage et ne rate pas l'occasion d'encourager son talent. باسي او هازار هكذا انا وطفل جايزين هكذا حواسين عندنا صافي لونطون ما جزناش منا دونك جزنا شفت السيد يديسيني دي بورتري هذوك شابين ضربت له سقسيتو كي جيت جاي دونك عجبتني الو في الروتور تاعي اون ديسيدي باش نكاردي اون سوفونير انا وطفل دونك عطينا له تصويره حاجه اوريجينال يخدمها اوريجينال وحاجه شابه باسكو هذه حاجه رار هذه حاجه اللي نورمالمون نلقاوها في كاع لي كارتي سورتو بلاصه كيما هذه تعطي نظره واحده اخرى وتجيب التوريزم. De nos jours, un artiste en herbe comme Abdallah marque la conscience collective des gens pressés. Ce solitaire amoureux de son crayon continue à figer le temps sur les visages de ses portraits. Toujours attaché à l'art au crayon, vous savez où trouver Abdallah, donc tout juste au niveau donc de la place Audin, à côté donc de la médiathèque Mustafa Kateb. Alors pour ceux qui sont passionnés beaucoup plus par les nouvelles technologies, nous avons un invité qui est parmi nous ce matin. Il s'agit de Monsieur Mustafa Faroro. Bonjour. Bonjour Madame. Marhaba bik. Merci. Alors vous, c'est plutôt la technologie, hein, donc on est passé vers un autre registre. Oui, alors vous êtes informaticien. Oui. Vous êtes aussi administrateur, c'est ça, de base de données, et vous êtes fondateur donc de Marketplace. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous poser la question, vous dire comment vous êtes venu aux nouvelles technologies, parce que c'est la tendance actuelle. Donc, aujourd'hui, on parle finalement d'illittré, celui finalement qui ne maîtrise pas les outils technologiques, contrairement à ce qu'on disait avant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, justement, Monsieur Faroro, là, il faut dire que vous êtes installé en France, oui. Et c'est là donc, que vous avez un petit peu appris finalement tout ce qui est nouvelles technologies, et vous avez investi en Algérie avec cette nouvelle connaissance, notamment la Marketplace. Alors, d'abord, Marketplace, c'est quoi, au juste comme concept? Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Une Marketplace, en fait, c'est une plateforme digitale qui regroupe plusieurs entreprises, surtout moi je parle côté business. Et ces entreprises, certainement il y a un acheteur, il y a un vendeur, puis un acheteur. C'est la mise en relation entre acheteur et vendeur, fournisseur et client. Et cette plateforme, cette marketplace, elle est là surtout pour faciliter la mise en relation entre ces deux, le fournisseur et les clients, soit au niveau local ou bien à l'échelle internationale. Et avant déjà, dans le passé, pendant des siècles et des siècles, la marketplace, c'est comme une place de marché, c'est-à-dire, comme on dit, un centre commercial.
Voilà. Mais ça reste toujours l'idée de centre commercial, ça reste toujours l'idée le plus facile, le plus importante pour trouver les commerçants pour se regrouper dans un seul endroit. Tout simplement, la différence actuellement, c'est on est dans les nouvelles technologies. Au lieu de dire un centre commercial, on dit facilement une marketplace. Voilà, donc finalement, nous sommes passés au marché qu'on connaît, donc au digital. Donc c'est le même concept qui s'est transféré finalement sur les plateformes digitales, c'est ça? Voilà, tout à fait. Mais d'une autre façon, c'est-à-dire dans une marketplace, on peut visiter plusieurs vendeurs ou bien plusieurs acheteurs, surtout on a un seul clic de souris. Nous sommes en train de voir un petit peu le process, n'est-ce pas? Tout à fait, oui, tout à fait, là, exactement. Et ça, on regroupe plusieurs fournisseurs à l'international. C'est un réseau, hein, finalement. Tout à fait, un réseau qui est concentré dans une plateforme, dans notre marketplace Algeria Partners. Et on voit les 5 continents. Notre marketplace, justement, regroupe plus de 40 000 entreprises étrangères. 40 000 entreprises? Oui, pour le marché algérien. C'est énorme, hein? Énorme, et surtout, elle est répartie sur 4 secteurs, IT Solutions, Industrie, Construction et Agriculture. Et comme vous voyez là, exactement, on a 3 services dans cette marketplace, e-marketing, e-sourcing et e-partnership. C'est-à-dire, ces 3 services, c'est très très important dans le business. Le e-marketing, c'est vraiment la publicité en format image, vidéo et fichier PDF des produits ou des services des entreprises. Et après, on passe au e-sourcing. Le e-sourcing, c'est vraiment énorme. C'est le moyen de trouver des bons fournisseurs et des bons clients à travers le monde. Donc, bien sûr, en respectant ces secteurs-là. Et après, en dernier, c'est le partnership. E-partnership, c'est le partenariat digital. Dans notre marketplace, on peut facilement trouver un client via notre moteur, un fournisseur via notre moteur de recherche, ainsi que faire des sourcing avec lui, un échange commercial, bien sûr. Et en même temps, en dernier, le partnership. C'est-à-dire, à la fin, toujours, on trouve un partenaire, on travaille avec lui pour longtemps, si on trouve des bons prix, une bonne qualité de produits, et ainsi de suite. Alors justement, M. Faro, vous parlez quand même de bons fournisseurs, vous parlez de 40 000 entreprises réparties sur les 5 continents, c'est quand même énorme. Oui. Alors, quelles ont été vos démarches pour prendre contact donc déjà avec ces 40 000 entreprises, de les proposer au marché algérien et de les convaincre finalement de faire partie de votre marketplace? Bonne question. Il y a un historique en fait. Depuis 3 ans, j'ai entamé une grande prospection en Allemagne, en France et en Algérie. C'était des foires et des salons internationaux dans le domaine de l'agriculture, la solution, l'industrie et la construction. Et c'est pas malheureusement, mais comme en Algérie, il n'y a pas assez pour faire des prospections, assez des salons bien pointus, c'est-à-dire spécialisés. Généralement, on a des salons, il y a bien que dans l'agriculture, il y a quelques salons, ça c'est bon. La construction, mais il y a d'autres... L'industrie aussi, la pharmacie aussi, le secteur pharmaceutique. Enfin, oui. Mais ce n'est pas le même volume qu'à l'étranger. Parce qu'il y a des grands salons, surtout en Allemagne, tels qu'à Hannover, et Frucht Logistica à Berlin. Et il y a vraiment beaucoup d'exposants. Mais je reviens à votre question, comment j'ai pu collecter regrouper, collecter, effectivement. Voilà. C'est très simple. On a passé par la dématérialisation des catalogues des 6 exposants dans une base de données à travers des ingénieurs de l'ISI. Un travail quand même assez lourd. Hein? Voilà, donc j'ai recruté des stagiaires et certains ingénieurs, c'est eux qui ont fait la conception. Bien sûr, c'est mon métier, là, mais c'est moi qui a donné l'architecture et tout ça. Après, c'est la supervision. Exactement. Et après, eux, ils ont fait un bon travail. Vraiment, je suis fier de notre entreprise. Je suis diaspora, mais je suis fier de nos ingénieurs ici en Algérie. Il faut dire la jeunesse algérienne, c'est un levier quand même pour l'économie. Bien sûr. Et c'est notre devoir, nous, comme diaspora, parce qu'on aimerait bien faire un transfert, surtout dans les nouvelles technologies et spécialement dans l'économie numérique. Voilà, alors on va revenir justement sur l'apport de la diaspora. Mais avant cela, M. Faro, vous avez parlé tout à l'heure de bons fournisseurs. Donc quand on parle
parle de bons fournisseurs, ça veut dire que vous êtes en train de chercher non pas la quantité des 40 000, mais finalement la qualité de ce que réellement ces entreprises peuvent donner de bon finalement aux consommateurs algériens. Donc j'imagine vous avez dû faire une prospection, une enquête probablement sur toutes ces entreprises avec qui vous avez travaillé et vous avez collecté. Oui, c'est très simple. De toute façon, la prospection que j'ai entamée, en fait, c'était dans les salons. Généralement, dans les salons, on trouve souvent en fait Justement, nous sommes en train de voir des images des salons que vous avez visités. Voilà. Ça, par exemple, c'est un salon de tout ce qui est automatisme et surtout, comme vous voyez, c'est tout ce qui est robotique. Impressionnant. C'est impressionnant, mais c'est leader, vraiment, c'est les leaders du marché tel que Stambler. Ça, c'est une grande société de robotique en Allemagne, mais vraiment, c'est des grands, c'est formidable. Oui. En tout cas, il n'y a rien à dire. C'est impressionnant. Et ce qui m'a vraiment touché, je me suis dit, comme il n'y a pas assez de salons spécialisés en Algérie, pourquoi pas, je ne monte pas une plateforme qui expose justement tous ces fournisseurs et tous ces fabricants mondiaux dans notre plateforme au service des Algériens. Donc notre marketplace, elle est là justement pour faire une cohabitation entre les entreprises locales et les entreprises du monde entier. Alors justement, Monsieur Faourou, par rapport donc à la place du marketplace en Algérie, donc finalement, quelle est sa place en Algérie? Est-ce que ce concept est très développé en Algérie, moins développé, il faut le développer? Donc finalement, quelle est votre évaluation par rapport à cela? C'est très simple. Par exemple, nous en France, on est déjà en retard par rapport à d'autres pays en Europe. On est déjà en retard. Donc on ne parle pas pour l'Algérie. D'accord? Mais tout simplement, c'est très simple. Pour les nouvelles technologies, il y a une phrase qu'on répète souvent, on n'a plus besoin de réinventer la roue. C'est-à-dire, les nouvelles technologies peuvent commencer là où les autres sont terminées. Sont arrêtées. Donc c'est très simple. Et surtout, le marketplace par rapport, je parle par rapport au monde entier, c'est-à-dire fin 2022, 67% de volume de transactions passe par des marketplaces. Ça, c'est très important. En Algérie, il n'y a pas assez de marketplaces. Donc, il existe finalement, mais pas assez développé, c'est cela? Pas assez, mais quelques, vraiment pas le volume tel que Amazon, tel que... On a quelques marketplaces, mais pas assez développés. Mais le problématique, par exemple, moi que j'ai rencontré pour développer cette marketplace, c'est la mentalité et l'éducation du web des Algériens. Actuellement, on a des centaines de milliers d'entreprises, justement, qui ne sont pas digitalisées, ne sont pas dans le digital. Et après, nous, justement, on a installé cette marketplace justement pour mener à bien cette transition digitale des entreprises algériennes. C'est vraiment, on a mis en place une procédure facile de mettre tout ce qui est production ou bien service de ces entreprises en format image, vidéo et fichier PDF. Voilà. Et bien sûr gratuitement pour les encourager de rentrer dans le monde digital, car on a beaucoup d'entreprises, mais vraiment qui travaillent bien dans tout secteur confondu. C'est juste les encadrer finalement. Tout simplement, les encadrer et les mettre dans notre marketplace. Voilà. Surtout par rapport pour les études de marché. Maintenant, si un étranger veut investir en Algérie, peu importe le secteur, il n'y a aucune donnée, il n'y a pas de données claires, en temps réel surtout, en temps réel. Si on va voir les annuaires qui existent en Algérie, il y a plein de numéros de téléphone qui ne sont pas à jour, des adresses, des Mais justement, on va peut-être terminer, M. Faourou, sur une question qui est très importante. Alors vous êtes installé en France, vous êtes rentré en Algérie, donc vous faites encore toujours le va-et-vient en Algérie pour investir. Alors selon votre expérience d'investisseur ici en Algérie, quel serait l'apport économique, sociétal de la diaspora algérienne pour l'Algérie?
l'apport économique est vraiment, moi je parle côté surtout... Transfert de connaissances. Transfert de connaissances, surtout dans le domaine de la digitalisation, transfert technologique, voilà. Donc il est très très important. Moi ce que je demande surtout pour les autorités, de trouver de mettre des dispositifs faciles et engageants pour la diaspora pour revenir en Algérie. Dispositifs juridiques, dispositifs financiers, tout. D'accord, très bien. Et bien, surtout notre président, et il a parlé par rapport dans ce sens-là, et la création d'un ministre délégué de la diaspora, effectivement. au ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est un grand avantage pour la diaspora et surtout pour l'économie algérienne. Très bien. Monsieur Farouk, peut-être un dernier mot avant de se quitter. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Et surtout, pour terminer, malgré le Covid, on doit parler pour le Covid, toutes les entreprises qui sont bien avancées dans le domaine de transformation digitale, c'est bien, surtout en ce moment, c'est bien les moins impactés par rapport à tout ce qui est par rapport à la crise économique et surtout par rapport à les mesures de confinement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Farourou. Alors, je rappelle, vous êtes informaticien, vous êtes administrateur de base de données et vous êtes le fondateur donc, du projet Marketplace. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Et là, ce sera une autre balade que Lamia Boudbouda nous propose à travers un portrait, cette fois-ci, qu'elle a adressé à un autre artiste de rue, comme je vous ai dit. Donc, c'est un art qui prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est du côté de Tipaza qu'elle a rencontré donc, cet artiste peintre, musicien, poète aussi, donc de la rue. Je vous propose de découvrir ce portrait et on se retrouve après. Bienvenue dans l'univers féerique de Youssef Oumeshouk. Un artiste né à Hadjrat el-Nos qui s'est révélé très jeune à la peinture. La mort de mon père, c'était en 2005. Il avait un cancer, Toufa Allah yarhamou. J'étais le plus grand في الدار أنا هو المسؤول فوالا شغل كبرت بلا وقت فهمتيني خليت شويه لي زيتود تاعي شغلت بالخدمه شغلت بكدا منا كنت نخدم دي طابلو صغار نبيعهم بوغ غاني ان بو د لارجون ومن بعد هذوك لي طابلو صغار ما قنعونيش شغل مدخول قليل طابلو صغير سيت نكبر في لا ديمونسيون تاع لي طابلو تاعي حتى لحقت ويت نرسم لي فراسك اون فراسك باغ اكزومبل ان مور تاع باتيمون نرسمو من الفوق للتحت نورمال في سمانه ولا شحال نكملو. Sans inspiration, Youssef l'appuie dans ce qu'il voit, ce qu'il perçoit à travers l'œil de son appareil photo. La nature, les couleurs et le ciel. لا ناتور هي لا مامون اللي ما ولدتناش. جادور لا ناتور، لازم نحبوا الطبيعه ولازم نحافظوا عليها باغ تو لي مويان. لا بروف الناس كي ترقد كامل مع العشيه نخرج نقيها. وين نلقى ان بود بابي نرفدو، نكون رايح باريزوم نرمي ان ساك بوبال، الطريق اللي نمشي منها لايم كاع واش كاين فيها باش نلحق لا بوبال، هذا ان با برك. L'amour, voilà ce qui fait vibrer Youssef. À partir de là, il exulte ses émotions sur les murs de la ville, des maisons ou encore sur un bout de bois qu'il transforme en œuvre d'art, de la magie pure. شافت عيني ديك الذهبية وقت الغروب محجبة بالحواشي ساحرة القلوب قلت أنا يا بحر لو همي تشيل تشفي الأحزان أو تدفن ذنوب يا شمسي يا شمسي أبكي عليك أم أبكي على نفسي أم أبكي على ما مضى من أمسي أم أبكي على دنيا أشبعتني ضربا دون لمسي يا شمسي يا شمسي Partageur, Youssef a initié les petits de son quartier à sa passion, à son art. Et en retour, il lui témoigne gratitude et affection. يوسف ولد حومه ملي كان صغير فيحب الفن وكي نجي عنده لهنايا انا فريمون نتخلوى عنده اشاك فوا كل ما نفوت من هنايا نحبس عنده يقول لي واش رايك هاد الطابلو واش رايك مسكين يحب شكون ينكوراجيه لي بروبليم ما لقاش مي طاح معنا حنا ولاد حومه فريمون نبوسيو معاه الروضه باللي كاين. De l'art, oui, mais pas que. De la musique aussi. Youssef chante avec les mots du célèbre Kamel Mesroudi. Et quel plaisir!
Et nous restons dans l'ambiance de la mer en compagnie de Samira Hadjamar. Samira, bonjour. Bonjour. Ça va, Samira? Très bien. Vous êtes très rayonnante aujourd'hui, Merci, Samira. vous aussi. Merci beaucoup. Alors, Samira, aujourd'hui, oui, vous allez nous parler d'un patrimoine qui a trait à la terre. Qui a trait à la mer, pardon. À la mer. Pourtant, Zama, j'ai commencé. Oui, on va rester dans l'ambiance de la mer. Oui, mais c'est lié aussi. C'est lié à la C'est mer. très lié, puisque... Alors, c'est un patrimoine quand même maritime, c'est un patrimoine culturel, c'est un patrimoine historique, c'est un patrimoine aussi familial, c'est un patrimoine cinématographique. Alors ça, on parle du reportage, c'est ça? On y arrive. Oui, avant le reportage, on va peut-être faire un petit tour de la marine, des activités de la marine en Algérie, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, on va dire, puisque nous allons parler de Muammar tout à l'heure. Alors, ce qui s'est passé, c'est que de tout temps, l'homme, en général, et ici en Algérie, était en mouvement, avait besoin d'être en mouvement. Il avait besoin de se déplacer. Ça commence sur terre, ben voilà, c'est un lien. Et ensuite, ça va sur la mer, parce qu'en même temps, il voulait aller pêcher, il voulait se déplacer, se mouvoir d'un endroit à un autre. Et ce qui s'est passé, c'est que l'homme a commencé à construire un moyen. Exactement, un moyen de locomotion. Et c'était au départ des radeaux. Ensuite, ça s'est transformé en petite embarcation. Ce que les Numides utilisaient, par exemple, c'était des petites embarcations qui servaient à la pêche. Ensuite, ils se sont inspirés des Puniques qui, eux, avaient la technologie pour les grands bateaux, enfin les bateaux pour la haute mer, c'est-à-dire se déplacer encore plus loin. À la base, c'était d'abord pour s'alimenter, ensuite c'était pour le commerce, et puis après, il y a eu bien sûr les guerres. Les conquêtes. Les conquêtes, exactement. Et l'Algérie, on a connu pas mal. Ça commence dès le départ. Comment on pourrait aussi parler de la légende d'Hercule? Oui, effectivement. Parce que Hercule est arrivé ici par hasard. C'est une légende, on ne sait pas si c'est vrai. Alors, on ne sait même pas si lui, il a existé ou pas. Donc lui, déjà, ça reste une légende. On pense que oui. Pourquoi? Parce que vers les années 40, donc 1940, dans le quartier de la Marine à Alger, on a trouvé à peu près une centaine, un peu plus d'une centaine de pièces de monnaie. Et ces pièces de monnaie étaient à l'effigie du dieu Mécarte, avec la peau, donc la peau de bête qui était à l'effigie de Hercule. Donc on a compris qu'Hercule était passé par là et qu'il s'était établi, et d'ailleurs Écosie pour la vingtaine de ses compagnons qui n'avaient pas réussi à se décider pour le nom d'Alger. Et donc ils se sont installés là, c'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et alors qu'est-ce qu'on sait? On sait d'après l'Odyssée d'Ulysse que Hercule serait arrivé sur une espèce de radeau qui était attaché avec des lianes. Bon, on a du mal à y croire, parce qu'ils étaient 20 ou 21. Ils arrivent sur un radeau, c'est une légende. Voilà, c'est une légende. Tout ça pour dire que l'Algérie a connu beaucoup de choses comme ça. Entre autres, par exemple, les Irides, qui, au Xe siècle, qui, eux, avaient hérité des Fatimides la flotte, une flotte. Et ce qui s'est passé en fait pour toutes ces civilisations qu'a connues l'Algérie, c'est que tous ont cherché à établir des ports. Et celui qui était le plus pratique, jusqu'à, je pense, aujourd'hui aussi, c'est Mers el Kébir à Oran. On a Oran, on a Béjaïa et on a Alger, bien sûr. Il y a aussi Chefchaouen. En fait, c'est à peu près, on va dire, le nord. Le nord. C'est normal parce que c'est le nord finalement qui donne sur la mer. Sur la mer. Mais pas toutes les parties. Parce qu'en général, c'est escarpé, enfin c'était escarpé, difficile d'accès. Bon, après, avec le temps, ça a changé. Voilà. Donc, des bateaux, il y en a eu qui étaient connus, beaucoup. On revient aussi sur, à l'époque de la Régence ottomane, où les bateaux... on a vu des bateaux? Non, on a vu des bateaux. On a vu des bateaux. On a vu peut-être le Chebec. Le Chebec, oui. Le Chebec qui était l'arme fatale des corsaires barbaresques. À l'époque, l'Algérie était à son apogée. C'est-à-dire que les corsaires, à chaque fois qu'ils sortaient dans la Méditerranée, ils revenaient avec un arsenal militaire, des esclaves, mais aussi des bateaux. Donc Alger a vraiment connu, à cette époque-là, était en premier plan.
Voilà, Voilà, les en train de- flottes. Ouais. Ce Alors on qu'on voit, rappelle, c'est vrai c'est le que- chebec. Alors on rappelle Voilà. effectivement que 17e, 18e siècle, la flotte maritime algérienne, on va dire numide à Oui. l'époque, c'est vrai que c'était l'une des plus redoutables finalement, de la Exactement. Méditerranée. Exactement. Et donc, juste pour le sujet, il y a l'Ecorep. L'Ecorep qui est un chantier naval à Bou Ismaïl, qui a le projet, ou je crois qu'il est en cours, de reconstituer un chebec, en fait. Ça serait pour l'histoire, je pense pour les musées, pour que les gens puissent connaître la valeur de ces bateaux, qui Voilà. étaient très puissants. Alors justement, connaître la valeur des bateaux, et vous vous êtes intéressé à l'un des bateaux, qui est aussi un héritage. Alors on regarde Oui, le reportage bien on se sûr. retrouve juste après Oui, pour, bien sûr. pour en parler un peu plus. Allez là, je vous dis pas plus, hein, donc c'est un reportage de Samira Hadjamar qui s'est intéressée à l'un des patrimoines maritimes. Je vous en dirai pas plus, je vous laisse regarder le reportage. On se retrouve juste après, Samira nous donnera un peu plus de détails. Allez, à tout de suite. Taille 16 mètres, prénom Mahamar II, origine finlandaise, né en 1968. Il s'agit là de l'un des plus vieux chalutiers en activité en Algérie, un héritage de père en fils. C'est un bateau finlandais. Il a été acheté en Suède en 1976, entre l'Algérie. C'est mon père qui a ramené ce bateau. C'est une histoire de famille, mais aussi de cinéma, puisque Ma'ammar a servi au tournage du téléfilm Sahaya Dahmen, réalisé en 1980. Le film là, il a fait un film avec les acteurs algériens, avec Boujma Al-Anqis, Al-Baji, Dahma Al-Harrachi. C'est le film de Dahma Al-Harrachi, c'est lui l'acteur qui a fait ce film-là. Même il était l'Hashmi Grouabi, qui était à bord dans ce bateau-là. ما يصبرش وقلبه حاير ما يهلاش وعقله طاير خلق اهله في الجزاير ما صفكاش دنيا. Sa particularité, Ma'ammar II exige beaucoup de soins et d'attention. C'est son propriétaire, Cheikh Batman, patron pêcheur, qui le dit. Unique في l'Algérie هنايا. Il est construit en fer et en bois et en bronze. Mais on a toujours des problèmes. C'est un ancien bateau. Mais là, le problème, les réparations d'eau, ça coûte très cher. Mais on voudrait réparer ce bateau-là. Mais ça coûte. On ne peut pas les réparer complètement. Ça coûte le bois, ça coûte le fer. Même les réparations d'eau, ça coûte très cher. Par heure, ça coûte très cher. Et pourtant, c'est le patron pêcheur qui s'est résigné à mettre en retraite Ma'ammar II. Le vieux chalutier de 52 ans finira peut-être ses jours sur cale au chantier naval de l'Ecorep, ou bien aura-t-il une seconde vie au musée de la Marine pour le plus grand plaisir du public amateur. L'Ecorep, elle peut prendre la coupe Théo, la coque Théo, elle peut prendre les membrines Théo. Ils vont fabriquer des autres bateaux comme celui-là. Parce que c'est des bateaux solides, c'est des bateaux à les hautes mers. Alors ils ont fait pour eux, à les hautes mers. Nous, dans la Méditerranée, on ne demande pas les grands bateaux, parce que nous avons une grande mer. Mais eux ont une grande mer. La moitié du bateau, elle est en bas, au-dessous de l'eau. l'Ecorep تساعدهم، الميزي يساعدوا، يعطيوني ان كوك نعطيه لهم كادو. Le bateau s'en va, mais il est toujours là, Oui. Samira, finalement. Hein. J'espère qu'il va rester. Ma'ammar II, un patrimoine, finalement, à multiples facettes. Donc, quelle serait probablement la valeur de ce bateau? Alors, c'est une valeur historique, c'est une valeur culturelle, elle peut être économique, toujours. La culture est liée aujourd'hui incontestablement à l'économie. À l'économie, parce qu'il y a de la culture économique. Vous rentabilisez quand vous le mettez dans un musée, les gens viennent, le visitent, ils connaissent leur histoire, l'histoire du bateau, leur histoire aussi, et vous le rentabilisez si vous décidez d'en faire un atout pour le tourisme. Vous le mettez, bientôt par exemple, il va y avoir le port de plaisance des Sablettes, ils sont en train de
le finaliser, ce serait bien d'en faire un restaurant, ça serait bien d'en faire un lieu d'exposition, ça serait bien d'en faire... Enfin, il y a plusieurs manières... de l'exploiter. Voilà, l'Ecorep veut faire ça, c'est-à-dire veut pouvoir retaper des anciens bateaux et en faire des choses comme ça, c'est-à-dire les exposer au public. Ce qui est intéressant, c'est que ces bateaux n'existent pratiquement plus. Ils sont faits en bois. Ils ne sont pas faits en fibre de verre comme aujourd'hui ou en métal. Ils sont faits en bois avec du cuivre et du bronze. C'est quelque chose de difficile à entretenir. Un bateau comme ça nécessite une maintenance tous les 6 mois. Les autres, c'est une fois tous les 4 ans. Donc, il y a beaucoup de moyens à avoir pour pouvoir les protéger, ne serait-ce que tous les 6 mois quand on les tire de l'eau pour la peinture. Enfin, voilà. Ce qui serait intéressant, c'est de les garder. Et c'est des bateaux qui ont fait l'histoire de l'Algérie et du bassin méditerranéen et dans le monde entier. Voilà. Très bien. Donc, je voulais dire aussi que Racim, le peintre, donc le miniaturiste, on a peut-être vu les photos tout à l'heure, lui a représenté les bateaux comme Chebec et les batailles qu'il y avait à l'époque, par exemple, de la Régence ottomane dans ses tableaux. Voilà, c'est quelque chose de très joli et on peut les voir. Il faut en profiter, comme vous l'avez si bien dit, donc valoriser finalement ce patrimoine. Samira, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous retrouvera très bientôt pour une nouvelle thématique. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Alors on continue et là je vous propose une pause musicale, mais ça va être une pause musicale assez particulière puisqu'elle est nostalgique. Alors la pause musicale, elle est destinée aussi bien aux enfants mais aussi aux grands puisque ça a accompagné notre enfance. Il s'agit donc de Hadiqa Sahira, le texte donc, alors ça vous rappelle beaucoup de souvenirs, hein, n'est-ce pas? Alors c'est un texte qui a été écrit par Lamine Bechichi, qui nous a quittés donc dernièrement, en attendant de retrouver Meissa qui elle va nous parler de quelque chose aussi qui intéresse aussi bien les grands et les petits, les jeux de société. Et finalement, voilà. Allez, je vous retrouve dans un petit moment. Et voilà, très très belle pause musicale, j'imagine. Ça vous a fait du bien de l'écouter, encore une fois, de la réécouter. Et comme vous voyez, nous avons un plateau, une table bien garnie. Alors celui qui veut jouer, il y en a pour tout le monde, grand et petit. Et c'est Meissa qui nous a gâté ce matin avec tous ces jeux. Meissa, bonjour. Bonjour, Maouda. Comment vas-tu, Meissa? Ça va, je vais bien. Tu nous as beaucoup manqué, tu sais, Meissa? Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Alors, Meissa, oui. Tu nous as gâtés aujourd'hui avec tous ces jeux, donc une panoplie, ça nous rappelle notre enfance, et puis ce sont des jeux avec qui on peut jouer avec les petits, entre grands, toute la famille, entre amis. Et il faut dire, Meissa, que le jeu lui-même est un droit finalement pour les enfants. Les enfants ont le droit de jouer, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, car dans la Convention de la protection de l'enfance, ça cite que chaque enfant a le droit de jouer et d'avoir des loisirs, d'avoir des activités culturelles et artistiques pour développer son talent et apprendre les valeurs liées à la vie en société. Voilà. Et puis il faut dire que les enfants aussi ont le droit d'être aussi princesse que toi et aussi jolie que toi aujourd'hui. Merci. Voilà. Merci. Alors aujourd'hui, Meissa, tu nous as ramené beaucoup de jeux et tu as décidé de parler aujourd'hui donc des jeux éducatifs et des jeux de société. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces beaux moments qu'on peut passer
En Oui. famille et Alors- entre amis. Oui, alors déjà, un jeu de société, c'est un jeu qui fait travailler beaucoup le cerveau et l'esprit. Voilà, et là j'ai ramené un peu de tout. J'ai ramené des jeux d'échecs, des jeux de plateau, des puzzles. Ce jeu, c'est pour améliorer sa culture générale. Ici, nous Tu avons... peux le montrer, hein, vas-y, il est juste Oui. à côté de toi, tu peux le montrer. Nous expliquer un petit peu peut-être le Voilà. concept, comment on y c'est- joue. Alors ça c'est le petit savon. Alors c'est des fiches où il y a des questions où on doit y répondre. Voilà, ça parle de Tu me sport. passes ta boîte? Oui, pardon. Voilà. Tu Voilà. permets que j'ouvre? Oui. Curieuse que je suis? Oui. Voilà. Donc nous avons des fiches. Oui. Vous avez dit. Alors avec des questions. Avec un stylo magique. Un stylo magique, voilà. Voilà, avec un stylo magique qui va avec. Oui. Voilà. Et donc quel est le concept finalement du jeu? Bon alors, comme vous le voyez, il y a plusieurs thèmes. Oui. Il y a alors ça. Là, je c'est suis pas sur le bon jeu, peut-être c'est ça? Oui, voilà, instrument Oui. de mesure. Enfin, il y a plusieurs, c'est recto verso. Alors ici, nous avons le thème des instruments, voilà, la science, etc. Et puis de l'autre côté, nous avons le défi. Le défi, voilà, c'est le D'accord. défi, c'est pour tester notre culture. Voilà. Donc finalement, ce que je dois faire, juste j'allume le stylo, j'appuie sur la bonne réponse J'appuie et sur là, la bonne réponse, voilà. et je vais savoir si j'ai eu la bonne ou la mauvaise Oui. réponse. Voilà. C'est très bien, donc finalement, pour la culture générale. Oui. Voilà, donc ça, c'est le petit savant. Oui, alors il y en a d'autres. Et puis voilà, nous avons voilà, nous avons des jeux de quiz. Voilà, Le quiz. voilà, Encore pour la culture oui. générale, on peut voir la boîte. Attendez avec... Voilà, alors ça, c'est... Alors le premier, Je c'est vais des encore défis ouvrir, nature. hein. Oui, allez, vas-y, serre-toi. Voilà. Alors ça, c'est un Ah, jeu ça, c'est les quiz pour dinosaures. Je connais quelqu'un qui aurait adoré être... Deux personnes Oui. qui auraient adoré être là aujourd'hui. Mon Donc, frère, ce sont- d'abord, parce qu'il adore les Voilà. dinosaures. Voilà, oui. Et Hani aussi, Hani, voilà. qui sera bientôt le copain de ton frère. Oui. qui partage la bonne, qui partage Alors la ça, c'est passion. pour les passionnés de dinosaures. Voilà, donc ce Et sont des questions ce finalement sont des et questions, auxquelles voilà, on doit répondre. Oui, on doit y répondre. Et le deuxième, c'est un jeu d'animaux, voilà, pour reconnaître les animaux. Regarde, ça nous dit, alors tu peux ouvrir. Oui. Alors c'est des animaux, on nous donne son nom scientifique. Oui. Et on nous donne Ce sont des fiches techniques finalement sur le Oui, sur voilà, sa l'animal. taille et son poids, etc. Voilà, ça nous apprend plus Voilà. des animaux. Très bien, donc c'est très bien pour la culture générale. Oui. Il y a un autre jeu auquel je joue toujours hein, depuis que j'étais petite qui finalement favorise un petit peu le vocabulaire, c'est le Scrabble. Ah Donc, oui, voilà. j'allais te poser cette question. Oui. C'est quoi ton jeu que tu appréciais quand tu étais petite? Alors le jeu que j'appréciais quand j'étais petite, il est là aujourd'hui d'ailleurs, c'est le Monopoly. Monopoly. Voilà, c'est mon jeu préféré, j'y joue toujours. D'ailleurs, avec mes amis, avec ma famille, j'y joue toujours. Donc là, je vois que c'est format voyage. Oui, voilà, c'est une petite version. Alors ça, c'est des cartes. Voilà, c'est des cartes. Il n'y a pas de pion, il n'y a rien. C'est une version pour prendre en voyage quand on est en voyage, enfin en avion, à l'aéroport ou en voiture, carrément. Voilà, c'est un truc. Puis nous avons Uno. Toc toc Uno. Oui, Si vous alors connaissez. c'est un jeu auquel j'ai pas joué. Alors ça, Tu m'expliqueras un petit peu le concept. Oui, alors il y a ça, des cartes. Il y a bien des sûr. cartes, voilà. Donc, on voit, J'ai avec ramené un plein de jeux de plateau. cartes. Oui. Alors c'est quoi Alors en fait, il y a, tu peux retourner les cartes. Oui, bien Voilà, sûr. les cartes. Alors il y Là. a des chiffres et en fait c'est un concept. En fait, il faut mettre une carte. C'est difficile à expliquer. Oui. Mais en fait, Alors il faut si c'est mettre- difficile oui. à expliquer, on va faire une application rapidement. Ah, ok. Voilà. Alors on va débarrasser tout cela. Oui. Et tu vas m'apprendre très rapidement à y jouer. Donc je mets le plateau au milieu. Oui. On distribue les cartes, c'est ça? Oui. On distribue les cartes, on mélange et on distribue. Ok, tu peux donner, parce que ça sera une partie rapide, Oui. on va dire 2-2. Deux, Allez, deux. Allez, on mélange. Regarde bien comment je mélange les cartes. Ça prouve Ouais. que j'ai l'habitude d'y jouer. Hein. Oui. T'as vu? Voilà. Alors, Donc 2-2. 2 pour toi et 2 pour moi. Qu'est-ce qu'on doit faire après? Ok, alors tu peux mettre une carte, la première carte que tu as sur la pile. La Sur- première, la pile. Celle-là? Tu en prends une, oui. Une? Oui. Montre-la moi. Non, montre-la moi. Voilà, mets-la là. Là, chez toi? Oui, là, voilà. Un. Alors. Je laisse la pile. Laisse-la comme elle est, oui, voilà. Alors, pour te faire comprendre, juste qu'est-ce que tu as comme carte plutôt. Voilà ce que j'ai.
Alors, un plus je 2. montre aux téléspectateurs. Les meilleures cartes. Ah ouais? Oui. Bon, alors moi, j'en ai pas, mais tu peux m'en mettre. Je pense que j'ai. Tu peux me mettre celle que tu as à ta gauche. Celle que. Oui. Celle-là? Oui, voilà. Comme ça? Tu peux la mettre. Non, tu peux la mettre ici. La mettre où? Oui, la mettre sur le 1. Sur le 1? Et tu choisis la couleur de ton choix. Parce qu'il y en a 4. Ça sera bleu. Bleu. Ah, dommage, j'en ai pas. Donc, je vais te bloquer, je vais te mettre un plus 4. Tu pioches 4 cartes. Ah, je pioche? Oui, 4 cartes. 4 cartes. Et le but, c'est de n'avoir aucune carte. Et j'en ai une, donc je dis Uno. J'en ai une, donc je dis Uno. Donc voilà, c'est ça le concept. Voilà, t'en as plus. Et moi, je peux gagner. Donc, je choisis le vert. Le vert, et je te donne le vert, c'est ça? Non, c'est à moi de mettre. J'ai gagné. Et donc, tu as gagné. Ah, oui. Voilà. C'est un concept vraiment complètement différent de ce que j'ai. Oui. Alors que d'habitude, c'est le contraire, finalement, dans les concepts de jeux de cartes, c'est d'en avoir le plus. Oui, c'est ça. Voilà. Chez D'accord. Uno, donc, c'est le contraire. Voilà. Très bien. Et le plateau, il sert à quoi? Alors ça, c'est une autre version. La version normale, c'est ça. Là, s'il faut tourner, et voilà, c'est tout un truc. Voilà. D'accord. Mais sinon, il y a un autre jeu. Si tu m'avais posé la question tout à l'heure, tu m'avais dit quel était ton jeu préféré, je t'ai dit le Monopoly, mais il y avait autre chose. C'était ça. La corde à sauter. La corde à sauter. Le jeu préféré des petites filles. C'est bien dommage, elle n'est pas aussi longue. Autrement, j'aurais fait une partie maintenant. Hein. Je sais toujours jouer à la corde. Hein. Ne crois pas que je ne sais plus le faire. Hein. Oui. Donc voilà une corde à sauter. Qu'est-ce qu'il me dit, Clémo? Chiche. Allez, je vais essayer. Bah, il me dit chiche. Je suis pas aussi lourde que ça non plus. Hein. Non, je pense qu'elle est assez courte pour moi. Parce que quand même, je suis assez grande. Maintenant, j'ai grandi. Hein. Oui. Donc, elle est assez courte. Mais je te dis, je joue toujours à la corde. Hein, jusqu'à présent. Oui. Jusqu'à présent, voilà. Il faut dire que jouer, entre parenthèses, 5 minutes à la corde, comme si qu'on faisait 20 minutes de marche. Wow. C'est l'équivalent de 20 minutes de marche. J'en ferai plus souvent. Hein. Voilà, plus souvent. Voilà. Alors, on a l'habitude de jouer. Il y a plein de jeux aussi qu'on se faisait quand on était petit. Donc, celle qui va faire le plus de sauts. On jouait à deux. Enfin, il y a aussi plein de... Mais sinon, il y a d'autres jeux aussi. Oui, j'ai amené alors dans la trousse, il y a des billes. Il y a des billes, voilà. Toujours? Oui, bien sûr. Mais franchement, Maïssa, tu m'as replongé dans mon enfance. Hein, tu vois, là, je suis oui, c'était le but. Voilà. Des billes, alors les grosses billes, j'adorais ça. Alors on se faisait des compétitions pour avoir les grosses billes. Oui. Donc on avait le petit trou, ça se joue toujours de la même manière? Donc le petit trou et on lance? Oui, le petit trou et on lance. Alors regardez, je lance bien. Voilà, finalement, de rien pour les micros. Apparemment j'ai fait des dégâts avec les micros. Alors finalement, je redeviens enfant. Hein. Oui. Alors je me rappelle, on le faisait comme ça, entre le pouce. Et puis hop, voilà, et on le mettait dans le... Ça se joue toujours de la même manière? Oui, maintenant, si on n'a pas de trou, on met une bille là, par exemple, un peu loin. Oui. Et là, on doit tirer sur la bille. Tu peux faire un essai? Oui, je vais essayer. Je ne suis pas vraiment bonne en tir. Moi, je vais aussi essayer de le faire. Donc, une bille. Sans bouger, sans la faire. Et attention... Attends, je vais juste dégager pour qu'on puisse voir comment tu le fais. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas la meilleure en tir, donc je vais tirer comme je le sais. Ah ben voilà. Allez, à moi maintenant. Oui. À moi maintenant. Je vais faire comme je le faisais quand j'étais petite. Oui. Là. Et je vais comme ça. Bravo. Je l'ai eu. Oui. Voilà, donc le jeu de billes, effectivement. Alors, on disait que c'était un jeu pour garçons, mais... oui, mais bon, ça peut se jouer fille-garçon. Voilà, fille-garçon. Oui. Voilà. Alors, on a aussi des dominos. Oui, des dominos. Voilà. Et puis, voilà les dominos. C'est ça. Alors ça, c'est des dominos en bois. En bois. Ah oui, ça c'est vraiment la bonne qualité, les anciens dominos. Oui. Oui, c'est vrai. C'est ça. Très bien. Et puis, nous avons les jeux d'échecs. Jeux d'échecs, ça c'est... Les jeux d'échecs, alors moi j'ai jamais su jouer avec les jeux d'échecs, mais je joue quand même aux dames. Ah, dame, oui, aux dames, une partie dame, une partie jeux d'échecs. Mais ça a été franchement un moment super agréable que j'ai passé aujourd'hui. Oui. C'est déjà fini. Et comme à l'accoutumée, tu nous as préparé une chanson avec ta voix aussi douce. Exactement. Bon, alors je vais vous chanter. Alors... Je reprends ta si j'ai le temps, je pourrais vous chanter quelques chansons qu'on chantait quand on était petit. D'accord, alors vas-y. Ok. Vas-y.
Merci beaucoup, Meissa. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. J'étais tellement emportée par les jeux que j'avais complètement oublié le mot de fin. Oui. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un moment très agréable de passer avec vous et en compagnie de Meissa avec tous ces jeux. Et je vous donne donc rendez-vous demain, Inch'Allah, à partir de 8h30, pardon, donc pour un autre rendez-vous donc de votre émission Bonjour d'Algérie. Oui. Alors. يا خياطة يا مياطة شوفي شوفي حزامك طاح في المروح مروح سيدي عباس عنده طفلة تشطح بالمكحلة يو 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 مشتاقة حلوة. Après nous avons Jamila et Jamila. جميلة يا جميلة جميلة فوق الكرسي شادة مشوارة وتبكي تبكي يا جميلة. Voilà, et puis nous avons la chanson, voilà. Alors juste avant de commencer, j'aimerais juste remercier Insaf Boumdel. Insaf Boumdel, voilà, qui m'a aidé à jouer cette chanson. Et je dédie cette chanson à tous les old school qui ont la nostalgie de leur enfance. Voilà. Allez, je me sens concernée. Oui, c'est une Tahti Yasmina Fellil. Voilà, c'est la chanson. Oui, allez, j'y vais. Song